permets de vous dire quelques mots puisque vous êtes tous regroupés ici. Je vous rappelle que je suis Elie Buzyn, un rescapé de cet endroit que vous allez visiter. Et j'ai accepté à titre exceptionnel de vous accompagner parce que j'ai déjà fait un voyage, le même il y a quelques mois, et généralement j'évite de faire ce voyage plus qu'une fois par an. Et je le fais par devoir, comme on le fait à la Toussaint ou à la veille du Kippour, de rendre visite à tous les gens innocents qui ont été assassinés sauvagement à Birkenau. Et je pense qu'il est très important que vous veniez rendre hommage à toutes ces victimes innocentes qui ont péri là-bas. Il est vrai que vous allez dispatcher en 4 groupes, je crois, et chacun va bénéficier d'un accompagnateur, d'un guide polonais professionnel. Et mon rôle, je vais aller d'un groupe à l'autre pour essayer de vous préciser peut-être un vécu plus personnel et plus individuel. Je salue tous les confrères et tous les médecins qui sont là. Et puis en plus, je salue très chaleureusement les membres de ma famille qui tiennent m'accompagner. Merci. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent towards Cracovia. Would you please return to your seat, fasten your seatbelt? I remind you that cell phone must be switched off or in flight mode. Make sure that your luggage is stored in the other lockers under the seat in front of you. All exit and aids must remain clear for luggage. Thank you. Je ne sais quoi. Toutes ces maisons ont été construites après la guerre. Je ne sais pas toutes, bon, certaines existaient quand même. La première chambre à gaz, c'était une maison C'était de paysans, une des maisons là qui était à... Ils ne devaient pas renoncer. Oui. Ils n'ont pas renoncé, non? Non. Ils On ont dit- était là avant, il n'y a pas de raison, etc. Et je sais que quelqu'un était venu ici, il n'a pas retrouvé où était la première chambre à gaz. Je trouve que j'ai eu la chance d'arriver ici, enfin la chance entre guillemets, d'arriver qu'en 1944. Contrairement à tous les convois, on vous a bien signalé, qui sont arrivés souvent de France en 1942, où tous les gens qui arrivaient ici allaient directement dans les chambres à gaz pour être exterminés. Et ce sont surtout les enfants, et mes cousines, mes tantes, tous ces gens-là étaient exterminés pratiquement à 100%. Et il n'y a pratiquement survivants. Lorsque moi je suis arrivé en 1944, il semble bien que là, la sélection était moins rigoureuse qu'en 1942 ou en 1943. Et par conséquent, j'ai eu la chance, en descendant de ce wagon maudit, des wagons à bestiaux fermés où on a voyagé pendant 3 jours
de nuit pour arriver ici. Et en descendant, j'ai eu la chance que des déportés qui nous recevaient pour prendre nos affaires, enfin les Canada, les gens qui travaillaient au Canada, il y a eu 2 personnes qui m'ont conseillé de dire que j'avais 17 ou 18 ans. Et je ne comprenais pas pourquoi on me conseillait cela, mais enfin je l'avais enregistré. Et je dois vous dire qu'à cause d'un conseil comme ça, d'un petit mot qui m'a été chuchoté en descendant du wagon, que j'ai pu survivre. Et la vie tenait à un mot. Parce que quand j'ai passé la sélection devant le médecin SS qui faisait la sélection avec son pouce, c'était à gauche, c'était pour la mort, et à droite, c'était pour le travail. Et quand je suis passé, alors que mes parents, mon père et ma mère, qui ont vécu très difficilement pendant ces 4 années, jusqu'à 44, on a quand même pu survivre, ont été mis à gauche. Moi, il a demandé mon âge, parce que j'étais relativement petit, et j'ai dit que j'avais 17 ans. Il ne me croyait pas, il m'a donné un coup de poing violent dans la poitrine, et il se trouve que je suis resté debout, je ne suis pas tombé, et c'était ma chance, ma survie, parce qu'il m'a fait aller à droite. Sans que je sache ce que voulait dire aller à gauche ou à droite. C'est seulement quand on nous a dirigé les gens qui sont allés à droite, on nous a dirigés vers Birkenau et on est arrivé dans ce camp, d'ailleurs qui sentait extrêmement mauvais, on sentait une odeur épouvantable. Et quand on a demandé aux gens comment se fait-il il y a cette odeur, et on nous a expliqué que dans ce camp il y avait des tziganes qui étaient là, en famille d'ailleurs. Ils étaient en famille, les enfants, les parents et tout le monde ensemble. Et les nazis ont décidé que ces tziganes étaient sales, ils étaient dangereux parce qu'ils pouvaient diffuser des maladies contagieuses ou infectieuses. Ils ont décidé d'exterminer tous les tziganes. Ils les ont emmenés dans les chambres à gaz. Mais il n'y avait pas assez de place. Et ceux qui restaient dans le camp, on les a assassinés, famille entière, en napalm. C'est-à-dire on lance-flamme, on a brûlé tous les gens sur place. Et ensuite on a éliminé les corps, on les a emmenés. Et c'est pour ça l'odeur était épouvantable. Et nous on est arrivés dans cette baraque. Mais j'ai eu la vie sauve parce que je m'étais vieilli de 2 ans. Et ensuite on m'a expliqué ce que les gens, ce qui étaient les chambres à gaz et comment on assassinait les gens là-bas. Et quand j'ai su que mes parents ont subi ce sort-là, comment ils ont été assassinés et ensuite traînés, on m'a décrit comment on traînait les corps pour les amener dans les chambres, dans les crématoires. Et on les tirait à bout de bras avec des crochets de boucher, vous savez combien dans la boucherie, on emmenait. Et quand vous apprenez, vos parents ont subi ce sort, je voulais quitter le camp et je voulais les rejoindre. Et on m'a dit que c'était pas possible de le quitter. Et ben, pour 5 ans, je suis resté. Et puis j'ai pensé à ma mère et donc je me suis soumis à tout ce qu'il fallait faire pour aller au travail à Auschwitz I. Voilà. Pour aller de Salonique jusqu'ici, il faut 10 jours, pratiquement 10 jours et 10 nuits. Pour aller de Lodz à ici, théoriquement, une demi-journée suffirait, 2 heures. Néanmoins, on est au milieu, pratiquement au moment de la guerre, il y a des bombardements, les trains s'arrêtent très fréquemment et très longtemps. Dans leur machiavélisme, tout était très organisé de façon à créer des conditions. C'est ce que Robert Lifton a appelé le subterfuge médical. C'est-à-dire que dès le début, tout est mis en condition. C'est-à-dire qu'on met en route des conditions de déshumanisation. Sciemment, il n'y a pas d'eau. Et sciemment, les gens sont dans une atmosphère confinée où ils n'ont qu'une seule envie, c'est sortir et boire de l'eau et que ça se termine le plus rapidement possible. Généralement, les trains arrivaient à la gare d'Auschwitz. Et parfois, il y avait des jours où il y avait des embouteillages, car
les trains arrivaient, il y a le calendrier d'Auschwitz, qui est un livre, un énorme livre, dans lequel on voit que chaque jour, des trains arrivent. Que se passe-t-il dans ces moments-là? Généralement, la commandanture demande à ce qu'il y ait un médecin qui se rende ici, à ce point précis, avec l'équipe du Canada, qui est chargée en fait de répertorier, en fait de récupérer les bagages. Ce qui se passe et qui est très important, c'est le facteur temps qui a été remarquablement mis au point par les nazis. C'est-à-dire que généralement, tous les témoignages disent la même chose. Premièrement, on a un silence entre la gare d'Auschwitz et ici. Et deuxièmement, il y a un coup de sifflet. Un sifflet qu'on retrouve dans tous les témoignages. Un sifflement de la locomotive, qui veut dire le convoi arrive. Généralement, tout de suite, ce silence se fait. Et dans la minute qui suit, il y a une ouverture des wagons. Avec une brutalité au début. Et ça, c'est important. Dans les premiers convois de 1942, c'est des convois d'hommes qui viennent de France, en particulier les 5-6 premiers convois, c'est-à-dire avant la rafle du Veldiv. Et là, les conditions d'arrivée sont en général très brutales, avec des chiens, des coups de matraque. Et généralement, tout le monde a son petit balouchon, chacun a sa valise, chacun veut garder ses affaires. Il faut laisser les affaires à l'intérieur. Et pour que les gens soient obéis, généralement, il y a beaucoup de coups. Dans un deuxième temps, et c'est là où il y a un machiavélisme des autorités du camp, c'est qu'on décide que finalement, plus on agira avec rapidité et avec calme, mieux la sélection se fera. Et donc, il va y avoir la mise au point. Au début, les gens sont obligés de sauter, puis petit à petit, on va mettre des petits marchepieds pour faire croire que finalement, la destination n'est pas celle que les gens pourraient penser. Vous avez 1,1 million de Juifs qui vont arriver à Auschwitz. Et c'est vrai que ce qui est important de rappeler, c'est que à ce moment précis, vous avez une équipe, et là ce qui est important, c'est les membres du Canada, du convoi, qui cherchent à tous les moyens, qui n'ont pas le droit de dire la vérité, mais qui n'ont pas le droit de parler. Les quelques personnes qui se sont aventurées à parler étaient immédiatement assassinées. Donc ce qui va se passer, c'est que les gens disent rapidement un mot ou deux mots, et donc le cas d'Elie n'est pas unique, c'est-à-dire que beaucoup de déportés vous disent qu'ils ont été informés. Simone Veil, tout le monde vous le dit, c'est un dénominateur commun sur les jeunes. En revanche, vous avez des gens qui vont malheureusement pas toujours comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire j'ai réussi à survivre parce que pour aller au camp, pour ceux qui allaient dans le camp de travail, il fallait aller à pied, alors que les autres allaient tout à l'heure dans des camions. Et il y a des gens qui disent j'avais envie de me dégourdir les jambes après 3 jours dans une atmosphère confinée. D'autres qui pensaient qu'en allant avec les malades, ça allait peut-être leur donner une vie plus clémente que dans un camp de travail. Beaucoup de médecins vont raconter qu'ils sont in extremis, et ça c'est important pour les convois qui viennent de France. À partir du 4e convoi, vous avez en général 10 wagons dans lesquels il y a à peu près 100 personnes, et il y a ce qu'on appelle le wagon sanitaire, dans lequel on met les femmes enceintes, des gens qui ont des maladies, des gens qui viennent de se faire opérer. Et donc il y a des médecins. Et quelques médecins vont en fait suivre leurs malades, et puis quelques médecins sont remis de côté par les médecins nazis qui les mettent de côté. Alors est-ce que c'est par confraternité? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de médecins? Sûrement. En tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est la rapidité avec laquelle tout va se passer. Et une rapidité et un calme tout à fait précis. Et donc, quand tout à l'heure, et c'est très important, et c'est peut-être un des aspects les plus importants à Auschwitz, et ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que sur l'ensemble du site, il y a à peu près 4 à 5 000 SS. En revanche, il y a en permanence, au total, il y aura 47 médecins qui vont être là entre 1940 et 1945, mais en permanence, il y a 7 à 8 médecins. Mais le médecin joue un rôle important puisque c'est lui et lui seul qui est chargé de faire la sélection. Et d'ailleurs, le médecin exige de faire cette sélection parce qu'ils disent qu'eux sont capables, sur un simple coup d'œil, de voir si une personne est en bonne santé ou si une personne a 16 ans ou pas. Donc en fait, les médecins, qui sont les seuls intellectuels au sein du corps de la SS, jouent un rôle pivot à Auschwitz. C'est pas pour rien que ce sont des médecins qui accueillent les déportés. Un médecin, pour nous, ça nous veut du bien, c'est celui qui nous soigne. Ici, c'est l'inversion des valeurs. Le médecin, c'est celui qui, d'un coup d'œil, nous dirige, décide de notre vie ou de notre mort. Il faut avoir une vue de 2019. Tous les gens, nous on sait ce qui s'est passé ici.
tous ceux qui arrivent ici entre 42 et 44, personne ne peut s'imaginer ce qui se passe dans le camp. Donc ce que disait Bruno est important, il y a une mise en scène ici. On a souvent l'image des chiens qui crient, des hurlements, que c'est violent. En fait, pas du tout. Il y a un temps où c'est violent, et puis ensuite, tout doit très bien se passer. Et on a des témoignages, notamment des Commandos Canada, un Commando Canada en particulier, qui s'est échappé du camp, et qui raconte après, on le voit dans le film Shoah, hein, d'accord, c'est Rudolf Verba, qui est ici, qui est Commando Canada ici, et il raconte tout doit bien se passer, il était hors de question d'avoir du sang, etc. sur le site, alors qu'il y a un autre train qui arrive. Ça veut dire qu'il fallait nettoyer, etc. Pour l'instant, on avait tous les trains qui attendaient de l'autre côté. Donc il y a une mise en scène importante. Et elle n'est pas seulement ici, la mise en scène. Elle commence pour les Juifs de France à Drancy. Qu'est-ce qu'on explique aux Juifs à Drancy? Vous allez être transférés à l'Est, vous allez refaire votre vie, prenez un petit bagage avec vous. Et c'est pourquoi, on va le voir cet après-midi, dans le Commando Canada, on retrouve autant de choses. Les gens, ils arrivent ici pour refaire leur vie. Alors on retrouve quoi? Énormément de machines à couture. Les gens pensent qu'ils vont refaire leur vie. On retrouve beaucoup d'instruments de médecine. Les gens pensent qu'ils vont redevenir médecins, etc. Et quand ils rentrent dans le camp, je peux prendre, peut-être qu'on en a, je crois que je vous en ai parlé dans le cas, Ginette Kolinka pense quand elle arrive, elle voit les fumées, elle pense qu'elle arrive à l'usine. Et donc il n'y a pas d'inquiétude. Alors vous savez, on appelle ça Ashkenaz, c'est Pichipoy. On partait vers Pichipoy, on ne savait pas où on allait, c'était là-bas. Et quand il est arrivé ici, il ne se doutait pas. Ginette Kolinka, quand elle marche, elle dit « Ah, finalement, les nazis ne sont pas si inhumains que ça. » Pourquoi? Parce que quand elle est arrivée, bah, son père et son petit frère, ils étaient fatigués. Alors elle les a fait monter dans un camion où il y avait écrit c'était un camion marqué de la Croix-Rouge. Elle leur a dit, les malades, on va vous emmener en camion, on va vous emmener à la désinfection. Et elle a dit à son père et à son frère, monte dans le camion. Bien évidemment, ceux qui étaient fatigués sont ceux qui étaient inaptes au travail selon les nazis. Et donc ils ont été gazés directement. Voilà, mon oncle, le frère de mon père, est arrivé ici par le premier convoi de Paris. Il est arrivé le 30 mars 42, ici, sur cette rampe-là. Il avait 29 ans. Il est arrivé le 30 mars. Le 16 juin, il était mort, assassiné d'un coup de bêche à travers la tête. Voilà, j'ai tout à fait. Et vous étiez au Palmar? Moi, j'étais au Palmar. Oui, j'ai ça la liste de mon oncle. Il s'appelle Schwartz, Judas. Il est né le 30 août 14. Date du décès 18 juin. 42. Vous voulez m'emmener? Merci. Qui vient? Non mais ça va avec nous. Parce que chez lui, c'est comme chez lui, vous n'êtes pas tout seul. Mais si, Viens. va avec nous. Vas-y, il n'y a pas deux places, Samuel fait comme je te dis, tiens-lui compagnie. Viens, viens. C'est le Allez. grand, c'est le... Voilà, le plus jeune et le plus vieux ensemble, ça c'est bien. D'accord. C'est bon, mais c'est un peu étonnant d'entendre ce qui s'est passé, quoi. Oui, c'est étonnant, bien sûr. Faut que tu écoutes, tu es jeune, tu verras plus tard aussi. Enfin, ton grand-père, il était là. On va les mêmes. On va les mêmes. Pas chez les médecins, j'espère. Et les scouts aussi. Oui, vous ne savez pas. Pour lui, on peut plus dire ça. Ici. D'abord, la majorité des gens ne savaient pas où il arrivait, ce que c'était. Et c'était bien et pas bien, parce que si les gens savaient où ils arrivaient, il est évident que moralement, c'est extrêmement difficile à supporter. Et quand on arrive sans savoir où on découvre les choses les unes après les autres. Alors la majorité a été sélectionnée pour être assassinés dans les chambres à gaz. Et quelques-uns ont eu la chance, comme moi d'ailleurs, d'être sélectionnés pour le travail.
et d'être transféré d'ici, de ce camp maudit là, d'être transféré à Auschwitz I, que vous allez voir cet après-midi, qui était le vrai camp de concentration de travail. Et là-bas, si vous mouriez, c'était pas grave, on vous remplaçait par quelqu'un d'autre. Ça ne posait moralement à personne un problème de mourir dans le camp de travail. En hiver 45, parce que le Russe se rapprochait de trop, et comme ce monsieur le nazi allemand ne voulait pas, soi-disant, laisser des traces, il liquidait tous les camps pour reflouer les gens vers l'intérieur de l'Allemagne surtout. Et c'est comme ça, moi qui étais dans un camp de travail là, à Babitz exactement, qui était à 15 km d'Auschwitz, nous sommes partis au mois de janvier par moins 15, un froid effroyable. Nous sommes partis à pied, marcher sans savoir où, combien de temps, et on a marché comme ça. Et c'est devenu ce qu'on appelait la marche de la mort, parce que toute faiblesse pendant la marche, si vous ne marchiez pas assez vite et pas assez bien, vous aviez une balle dans la nuque qui vous a été donnée par LSS qui nous convoyait à cheval. Et comme ils étaient à cheval, ils nous voyaient d'une façon très précise pour voir qui marchait bien et qui marchait mal. Et donc on exécutait les gens vraiment pour un rien. Et puis il fallait surtout après prendre leurs dépouilles, leurs cadavres de nos camarades qui ont été tués comme ça, à bout de fusil, de les jeter sur le bas-côté de la route, parce que s'ils étaient par terre, les gens qui venaient derrière, il y avait des colonnes, des milliers de gens qui marchaient comme ça, des gens trébuchaient sur les cadavres, et ils tombaient, ils étaient exécutés à leur tour. Et donc notre obsession était d'abord de marcher le plus vite, le mieux possible, et deuxièmement d'éliminer les corps sur le bas-côté de la route. Et sur les deux côtés, vous aviez sur des kilomètres des cadavres qui se détachaient dans la neige blanche, des cadavres sombres, et vous saviez que le moindre faiblesse, vous vous trouviez parmi eux. Et je peux vous dire, de cette marche de la mort vous faisait marcher pour arriver dans des wagons découverts à marchandises, pour y voyager encore 3 jours pour arriver en pleine Allemagne, à Buchenwald, à 7 km de Weimar. Voilà. Tiens, Romain, comment tu vas? Ça va? Ça va? Ça se passe bien, ça va? Oui, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du fait que ça devient, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, il y a une petite route pour arriver? Non, écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, des gens, quand il y a du soleil, quand il fait chaud, les gens se bécotent ici, se racontent des histoires, etc. Tout ça. Je comprends, c'est du tourisme un peu discutable. Il vaut mieux ça que rien. Ça permet aux gens d'avoir une idée un peu de ce qui s'est passé, tu comprends? Il vaut mieux qu'il y ait des gens quitte à dénaturer l'endroit. Absolument. Hein? J'étais où? Moi j'étais là-bas, ce qu'on appelle le camp des Tziganes. Le plus grand cimetière du monde. Alors, on y va? Je sais pas, on va par là ou On va au paradis là. On va le paradis, c'est là-bas. Ça, c'était le camp des femmes. Ah, d'accord. De Birkenau. Alors que le camp des hommes était en face là-bas. Alors les femmes avaient quand même des bâtiments en dur, vous voyez, Oui. avec des petites fenêtres, comme ça.
où les conditions de vie étaient un peu meilleures que dans les baraques au bois là-bas. Ouais. Là-bas, c'était effroyable. On dormait à 3 ou 4 étages, les uns sur les autres. Et le problème était comment faire pour dormir en haut. Pourquoi? Quand vous dormiez en bas, comme les gens n'avaient pas le temps de sortir ou de faire pour leurs besoins au bout de la baraque, eh bien les gens faisaient carrément là où ils dormaient. Comme ce n'était pas étanche entre les étages, les gens qui étaient en dessous recevaient tout en pleine figure. Les selles, les pipis et tout ça, les liquides, comme ça, ils traversaient. Il y avait quelques planches qui n'étaient même pas jointes. Et donc le problème était comment dormir en haut et pas en bas. Voilà. On faisait comme on pouvait. Bonjour, rebonjour. Comment? Rebonjour, je vous ai Bonjour. salué là. C'est très émouvant de vous entendre. C'est très émouvant de vous entendre et ça nous donne une force. Aussitôt, très rapidement, il faut créer de ces gens, il faut faire en sorte que ce soit des automates, que ce soit des gens qui soient capables que de travailler et qui oublient complètement tout geste de civilisation, c'est-à-dire aider. Et donc, on frappera. Alors, un des exemples parfaits, c'est que quand on parle de la quarantaine, on leur apprend bien sûr à marcher au pas, mais surtout, la première chose, c'est dépister sur un lot de 1000 personnes, les rebelles, c'est-à-dire celui qui est capable d'être rebelle. Et donc, on raconte par exemple que vous avez des convois qui viennent, par exemple, un convoi qui vient de Marseille, c'est des juifs, bien souvent turcs ou d'Afrique du Nord, qui sont assez combatifs. Très, très simplement, on dit qu'il y en a un ou deux qui décident de pas, ils se disent j'en ai marre moi de faire cet exercice, aussitôt ils sont massacrés devant leurs copains. Et on les massacre pas à distance, on les massacre devant, c'est-à-dire on les fait passer à tabac pour que ça donne l'exemple et pour que personne n'ose bouger une oreille. Les travaux qui étaient situés à 5-6 km du camp, on sortait à pied le matin et on rentrait le soir à pied aussi. Et le problème, l'obsession était tous les gens, nos camarades qui étaient morts au travail, parce qu'ils ne travaillent pas assez vite ou pas assez bien, étaient assassinés soit par les capots, par les coups de matraque et des choses comme ça, soit par les SS, ils étaient carrément exterminés par des coups à la mitraillette ou au pistolet. Et il fallait à tout prix ramener les cadavres avec nous, parce que si on n'amenait pas nos cadavres, ils manquaient à l'appel. Et comme ils manquaient à l'appel, ils étaient étiquetés d'évadés. Et on savait que toute tentative d'évasion était toujours soldée, parce que l'évasion ici à Auschwitz était très rare. Il y a des évadés d'Auschwitz qui assassinaient des civils dans la forêt ou dans les champs pour s'emparer simplement de leurs habits civils. Malgré cela, on les retrouvait et on les ramenait au camp. Ils étaient pendus d'une façon systématique devant tous les gens du bloc auquel ils appartenaient. Il fallait qu'on soit dehors, qu'on assiste à la pendaison en disant il a voulu s'évader, il n'a pas réussi, si vous faites la même chose, voilà ce qui va vous arriver. Et je peux vous dire, ces pendaisons en public comme ça, avec les discours adaptés,
était très efficace et faisait perdre l'envie à tous les gens qui envisageaient à un moment donné de s'évader. Et voilà. Donc l'obsession, ramener les cadavres. Tout juif qui rentre à Auschwitz entre mars 1942 et décembre 1942 a une espérance de vie très courte et généralement est tué. Deuxième phase, à partir du moment où il y a la défaite de Stalingrad, les nazis veulent utiliser Auschwitz comme une force économique. Et donc, c'est plutôt une extermination scientifique. Et donc, en fait, on décide d'utiliser la main-d'œuvre juive. Ce qui se passe, c'est que très tôt, dans l'esprit des Allemands, l'idée, c'est comment faire en sorte d'utiliser la main-d'œuvre juive tout en faisant en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Et donc, les Allemands, une équipe, en fait, Klauber d'un côté et de l'autre côté Horstmann, vont avoir l'imagination de faire des expériences de stérilisation forcée à Auschwitz. Alors, le système est très simple. On fait venir à Auschwitz deux choses. Un appareil de radiothérapie qui émet du radium. Alors aujourd'hui, c'est très simple, mais à l'époque, c'est quand même un déménagement important. Et donc, ce qui va se passer, il va y avoir deux types d'expériences. Premier type d'expérience, on prend des jeunes. Et en fait, l'idée de Klauber, ça a été, et après d'Horstmann, c'est de faire ce qu'on appelle une stérilisation cachée. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on prend quelqu'un et qu'on va l'irradier sans qu'il ne s'en doute. Mais on ne sait pas quelle est la dose de radiothérapie il faut utiliser. Et donc, on va prendre des jeunes juifs grecs. Pourquoi des jeunes juifs grecs? Parce qu'en avril 1943, on a des jeunes juifs grecs qui arrivent. On les irradie et on les convoque un mois plus tard et on fait ce qu'on appelle des castrations de ces jeunes grecs, de façon à voir quelle dose correspond en fait à une destruction des gamètes mâles, de la spermatogénèse. Ça, c'est le premier type d'expérience. C'est l'expérience sur les jeunes grecs. Deuxième type d'expérience, c'est sur des femmes. On veut exactement savoir quelle dose de radiation sur des femmes, et donc on irradie des femmes, et après, on les casse. Alors, c'est là où les médecins nazis doivent s'entourer de médecins déportés, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Alors, vous avez une femme qui s'appelle Adélaïde Ottwald, qui est une déportée française, qui n'est pas juive, qui est protestante, mais qui a été déportée pour avoir aidé des juifs. Elle refuse de faire cette expérimentation. Elle va être en fait transférée ici à Birkenau, elle va survivre. Elle fera juste, et aujourd'hui, elle est considérée comme probablement la juste la plus importante en France. Deuxièmement, vous avez des femmes grecques qui vont arriver, et c'est terrible parce qu'elles descendent du wagon, et en fait, on va les stériliser. Et là, pour vérifier l'ovariectomie, les ovariectomies sont réalisées par des nazis, mais parfois par des médecins. Et alors comme ça, on dit aux femmes qu'elles ont eu des ovariectomies bilatérales. Et c'est vrai qu'après la guerre, on s'apercevra qu'elles auront eu des ovariectomies que d'un seul côté, qu'on a laissé un ovaire sur place. Et des femmes comme ça pourront en fait accoucher. Je crois que c'est quand même un des éléments les pires qui existent. C'est également le troisième type d'expérience, mais on le verra cet après-midi, c'est sur le colposcope. Vous connaissez tous la colposcopie qui est réalisée lorsqu'on a un frottis cervico-vaginal qui est anormal, avec présence de cellules anormales. On fait ce qu'on appelle une colposcopie pour dépister un cancer du col de l'utérus. Jusqu'à présent, c'était un examen qui avait lieu par macroscopie, c'est-à-dire le gynécologue faisait appliquer le Lugol et regardait s'il y avait des cellules cancéreuses. Là, d'un seul coup, il y a une personne qui s'appelle Hans Inselmann, qui est l'inventeur du colposcope et qui veut commercialiser son colposcope. Que fait-il? Il envoie un colposcope ici à Auschwitz et il demande qu'on fasse une expérience sur des femmes grecques, c'est-à-dire qu'on fait des colposcopies et qu'on fasse une sorte d'iconographie des lésions au niveau du col utérin. On fait sur ces femmes-là, on fait des exérèses du col utérin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est important et ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, toutes les expériences n'ont pas été réalisées par des savants fous, mais en fait par des savants qui avaient été diligentés par les plus grands instituts universitaires. C'est-à-dire que pour réaliser une expérience à Auschwitz, vous deviez avoir obligatoirement l'accord des autorités administratives, mais également le soutien en fait d'un institut universitaire. Et je crois que ce qui est très important de se rappeler, c'est qu'en fait, comme l'a dit Mr. Leach au procès des médecins de Nuremberg, en fait, les médecins nazis auteurs d'expérimentations ne sont que la face émergée de l'iceberg, car le mal était sur l'ensemble du corps médical allemand. Et c'est très important de se rappeler que l'ensemble du corps médical allemand a été probablement le groupe socio-professionnel
socio-professionnel le plus endoctriné dans l'Allemagne hitlérienne. C'est-à-dire que il y a le nombre de professeurs, d'étudiants membres du parti nazi dépassait de très loin dans le domaine médical celui des autres catégories socioprofessionnelles, y compris pour ceux qui sont élèves infirmières, sages-femmes. Les infirmières, les sages-femmes étaient très représentées au sein du parti nazi. Et d'ailleurs, quand on dit l'extermination des Juifs, en fait, il est précédé par deux grandes législations allemandes. En 6 mois après l'accession d'Adolf Hitler, vous avez un programme de stérilisation forcée des malades mentaux. 300 000 Allemands vont faire l'objet d'une stérilisation, c'est-à-dire les hommes vont être castrés, les femmes vont subir des ovariectomies ou des ligatures des trompes. Et en fait, c'est des femmes qui présentent des affections chroniques non guérissables ou des affections psychiatriques. Lorsque ces castrations n'ont pas été réalisées par des médecins nazis, mais par tous les médecins, et là je me pèse mes mots, par tous les chirurgiens allemands, ont été réalisées ce type de castration. Lorsque, en 1939-40, on a le programme d'euthanasie des malades mentaux, c'est quelques nazis qui sont impliqués dans l'extermination des malades mentaux. Néanmoins, c'est l'ensemble des psychiatres allemands qui participent à ce programme. Donc en fait, on a voulu bien souvent dédouaner l'ensemble du corps médical, mais en fait, en pointant en fait quelques personnages emblématiques de médecins nazis qui ont sévi à Auschwitz, mais rappelez-vous, c'est l'ensemble du corps médical allemand. Et force est de constater, j'ai été plusieurs fois en Allemagne, de voir que finalement, les médecins allemands reconnaissent cette responsabilité de ces médecins. Et je crois que c'est peut-être la force de l'Allemagne, c'est d'avoir reconnu, et surtout le corps médical, de reconnaître que les plus grands instituts ont participé à ces expérimentations. Et je crois que ça, c'est quand même ce qu'il faut retenir. Et c'est probablement ce que vous devez retenir, c'est-à-dire de se dire que, imaginez-vous des gens qui arrivent dans ce lieu-là, qui rentrent, qui ne savent pas ce qui va leur arriver et qui apprennent ce qu'ils écriront en 1945. J'ai fait l'objet d'une expérience de vivisection. C'est le terme vivisection, c'est terrible parce que en fait, ils prennent conscience à ce moment précis où ils rentrent là, où on leur fait ces expériences, que en fait, ils ne sont plus des hommes, mais ils sont des animaux. Le premier gazage était effectué sur les malades mentaux allemands. Et moi, j'ai accepté ce poste parce que je voulais savoir, parce qu'ils prétendaient qu'on ne pouvait pas les soigner d'abord, qu'il n'y avait pas de médicaments pour eux, et que deuxièmement, ils étaient un danger pour la race allemande. Et je voulais savoir si vraiment des malades mentaux, on ne pouvait pas les soigner. Et donc, j'ai assuré mon poste pendant pratiquement tout mon parcours chirurgical pour me démontrer qu'on pouvait soigner ces gens comme on soignait tout le monde. Et on pouvait les opérer, ils avaient des suites opératoires comme les autres, etc. Et j'avais besoin de montrer cette chose, qu'on pouvait soigner ces gens comme les autres. Je vois parce que c'est un médecin témoin de Jéhovah qui a sauvé ma vie ici, pas à Birkenau, mais à Auschwitz, où j'étais hospitalisé dans l'hôpital, dans le bloc 22 ou 21, je ne me souviens plus, qui était destiné que pour les malades infectieux et contagieux, et dans lequel les médecins nazis en question, dont vous a parlé Bruno largement, n'osaient pas rentrer parce qu'ils avaient peur de la contagion. Ils n'exerçaient pas dans ces blocs. Dans ces blocs, n'exerçaient que des médecins déportés. Et c'est là, comme ça, il y avait un médecin témoin de Jéhovah qui s'est occupé de moi et il m'a sauvé la vie. Et d'ailleurs, ensuite, je suis devenu le chirurgien des témoins de Jéhovah pour les opérer sans transfusion avant le sida encore. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour les témoins de Jéhovah. Voilà, terminé. De toute façon, je vais dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'avais dit que je ne viendrais jamais ici pendant 50 ans. Au bout de 50 ans, grâce à notre fils, j'ai changé d'avis et je suis revenu avec lui ici 50 ans après et je suis resté ici dans ce pays 6 jours. Croyez-moi, rester ici 6 jours et dormir ici pendant 6 jours, ce n'est pas évident et c'est pas facile. On a été très mal reçus. C'était juste à l'époque où les soviétiques sont partis et les Polonais étaient dans un état de délabrement après les nazis allemands
Et ensuite, les bons copains Staline et compagnie, c'était pas beaucoup mieux. Et donc, nous, on est arrivés après. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous, on n'était pas là. Tous les Polonais sont arrivés dans ce pays en 1945. Avant 1945, il n'y avait personne. Voilà. Alors, il fallait discuter, c'est pas facile. Comme j'ai vu ma maison où j'ai habité à Lodz n'existait plus, alors j'ai demandé, il y avait une voisine dans une maison à côté qui ne regardait pas la fenêtre, ce qui se passe, en nous demandant qu'est-ce que vous venez faire ici. Alors je demande, écoutez, j'ai habité ici au numéro 60, où la maison au numéro 60, il y avait 58 là, 62 ici, 60 n'existait pas. Alors, elle a fait un effort, nous a expliqué qu'il fallait faire un passage pour aller de la rue principale dans une autre rue. Ils ont démoli notre maison pour faire le passage. C'est devenu un passage, d'accord. Mais tout était comme ça, on ne pouvait pas avoir le moindre renseignement. Il y avait un gars qui avait été déporté de France. Oui. Il était à Auschwitz. Oui. Et il raconte qu'après le travail et tout, il a voulu se suicider. Ah bon? Il a couru vers les barbelés ou je ne sais pas. Il a été arrêté. Oui. Et il y avait un SS allemand qui lui a parlé. Il dit, pourquoi tu veux partir? D'où tu viens? Il dit, je viens de Paris. Ah, Paris, c'est formidable. Il venait de revenir de permission de Paris. Ah bon? L'Allemand. Il a pris le gars, mon copain, il a dit viens. Il l'a amené à la cuisine, il l'a bouffé, il a donné à manger. Oui, oui. Il l'a choyé pendant au moins une semaine. Alors, dans les pavillons, vous avez des médecins déportés qui agissent. Et en particulier des médecins juifs français. Beaucoup de médecins juifs français. Vous allez avoir comme ça le docteur Bendel, vous allez avoir le docteur Weitz, vous allez avoir un certain nombre de médecins qui seront dans ces pavillons et qui aident. Et là, ils jouent un peu à un jeu très particulier, dit du jeu du chat à la souris. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est-à-dire que quand une personne a le typhus, les Allemands redoutent le typhus. Donc, quand une personne a le typhus, ça leur fait très peur et la personne est immédiatement condamnée à aller à la chambre à gaz. Donc, les médecins déportés, eux, disent non, c'est pas un typhus, c'est une grippe. Et donc, dans les rapports des médecins, c'est assez intéressant parce qu'il y a des grandes. Ils disent qu'ils ont des véritables discussions avec les médecins allemands. Et puis, il va se passer quelque chose de terrible, c'est que dans le camp, vous avez ce qu'on appelle, ce que Primo Levi appelle la zone grise. En fait, ce sont des déportés qui ont un rapport particulier avec l'autorité, c'est-à-dire qui collaborent avec l'autorité, mais qui, en même temps, aident leurs compatriotes, à la différence des capots qui, eux, n'aident jamais ou pratiquement jamais. Et donc, ces médecins vont tout faire pour aider. Alors, si vous lisez, par exemple, le livre de Elie Wiesel, il est blessé au pied, il va subir une sélection, et pendant la sélection, le médecin ne lui fait pas un gros pansement sur le pied, mais lui fait un tout petit pansement pour que ça passe tout à fait inaperçu. C'est-à-dire que certains médecins vont agir. Par exemple, vous avez une personne qui s'appelle Weinstein, qui, lui, va être sauvé parce qu'il est jeune et il est complètement amaigri. Et il y a un médecin juif français qui lui dit « Est-ce que tu as déjà eu la diphtérie ?» Il lui dit « Oui, j'ai eu la diphtérie quand j'étais petit. » Et il le met dans un pavillon où il n'y a que des gens qui ont la diphtérie. Comme ça, il peut manger leur soupe, parce que les types ont mal à la gorge. En fait, ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que ces médecins vont jouer un rôle important. Et puis, en même temps, ces médecins, ce qui est assez intéressant, c'est que, à la différence des médecins allemands qui ne se posent aucun problème éthique, eux vont se poser des problèmes éthiques. Par exemple, vous avez tous les jours, donc ici, à partir de mai 1944, tous les jours, je dis, arrive le 6 juin 1944, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il y a eu plus de juifs qui ont été tués ce jour-là que sur l'ensemble du front de Normandie, toutes les pertes confondues, c'est-à-dire il y a eu à peu près 10 000 personnes, c'est énorme. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces juifs arrivent dans leur bagage avec des médicaments. Et donc, vous voyez, il y a des gens qui ramassent les bagages et qui font passer aux médecins des médicaments.
Et là, les médecins juifs se posent la question, quand j'ai des sulfamides, parce que c'est le seul, il n'y a pas encore les antibiotiques, hein, la pénicilline a été découverte en 40, mais elle n'est pas encore disponible en Europe occupée. La question c'est, à qui je donne ces médicaments? Et donc ils vont créer, par exemple dans le camp de Monowitz, une sorte de code de conduite. Qui aider? Alors qui aider? Est-ce qu'il faut donner ce médicament à quelqu'un qui est gravement malade ou à quelqu'un qui est capable de s'en sortir? Alors ça c'est important donc point de vue hôpital. Deuxième chose importante, c'est le camp des tziganes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion de vie indigne de l'être. Alors tout à l'heure, ce qui est important de rappeler, c'est que dans l'idéologie allemande, qui découle en fait où il y a l'hygiène raciale, qui est alors l'idéologie en vue, l'idée est la suivante, c'est selon laquelle, au sein de la population, vous avez des gens qui méritent de vivre et d'autres qui ne méritent pas de vivre. En fait, ça découle de l'eugénisme, c'est-à-dire que de la même façon qu'on se dit pourquoi en fait dépenser de l'énergie pour des gens malades ou des gens handicapés ou des gens qui ont des problèmes, et pourquoi ne pas en fait s'occuper et que tout cet argent qui est dépensé soit distillé pour des gens qui méritent d'avoir une meilleure vie. C'est l'eugénisme. Et donc en fait dans cette théorie de l'eugénisme, on va décider d'éliminer en fait ceux qui ne sont pas dits indignes de l'être, et en particulier les juifs. Alors les tziganes, la question est très intéressante parce que en fait Adolf Hitler ne parle jamais des tziganes dans Mein Kampf. Et en fait les tziganes vivent un peu partout en Europe. Certains sont intégrés, certains sont sédentarisés, d'autres vivent dans des roulottes. Et en Allemagne, vous avez beaucoup de tziganes qui sont sédentarisés. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en 1943, vous avez les tziganes qui vont être déportés de l'Europe entière et qui arrivent à Birkenau. Mais à la différence des convois de juifs, les convois de juifs font l'objet systématiquement d'une sélection. Là, les tziganes sont amenés tous ensemble, hommes, femmes, enfants, familles, dans le camp des tziganes. Et là, il y aura 21 000 tziganes qui ont été en fait déportés à Auschwitz. Et ces tziganes vont rester plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont commencer en mai 1943 à arriver ici et ils vont rester jusqu'au 2 août 1944. Et les tziganes vivent dans des conditions très dures. Et là, c'est là où il y a une expérimentation, et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est la noma. C'est-à-dire que certains enfants de tziganes vont présenter en fait une affection qui est une sorte de gangrène du visage. Et là, vous avez une personne qui s'appelle Joseph Mengele, qui est responsable de ce camp, qui est un médecin SS. Et Joseph Mengele, il faut comprendre qu'il est né à Günzburg, il est né en 1913, donc c'est quelqu'un qui a 20 ans quand Hitler prend le pouvoir. C'est un docteur en anthropologie et en même temps il est docteur en médecine, c'est-à-dire qu'il a double casquette. C'est un chercheur en anthropologie et en particulier en génétique. Et il devient assistant d'Ottmar von Verschuer, qui est considéré comme le pape de la génétique. Et on pense que Mengele donc, est son assistant le plus prometteur. Il fait une thèse sur les fentes labiopalatines. C'est-à-dire vraiment, on a affaire à un chercheur en génétique. En 1940-39, Mengele est envoyé sur le front français. Il participe à la campagne de France, il participe à la campagne de Russie, et en fait, il va être blessé. À son retour de la campagne de Russie, Ottmar von Verschuer, qui est son mentor, qui est son patron, lui dit « Il y a une excellente opportunité pour toi si tu vas à Auschwitz, comme médecin SS. » Et là, à Auschwitz, il voit donc ses enfants de tziganes, et il voit ses enfants avec cette maladie. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étudier la noma, essayer un traitement à base de sulfamide, parce que dans l'esprit de Mengele, son but, c'est de faire des publications pour être un jour professeur. Il prend très au sérieux ce rôle de professeur, et donc en fait, il va prendre ses enfants, il va les envoyer, il va leur faire couper leur tête, il va envoyer ces têtes directement à Ottmar von Verschuer, à l'Institut Kaiser Wilhelm, qui est à Berlin, où il y a des examens NAPA, des examens bactériologiques. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, on a voulu nous faire croire que le but des médecins nazis, c'était des médecins fous qui voulaient créer une race aryenne. La vraie vérité, c'est pas ça. C'est que, par exemple, vous avez également des enfants qui sont des jumeaux parmi ces tziganes. Et là, ça intéresse Mengele. Mengele, il s'intéresse aux jumeaux. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas
ce qu'on appelle à l'époque le secret de la gémellité. On le comprendra jamais, ou on le commence à le comprendre, mais en tout cas, Mengele s'intéresse aux jumeaux. Et donc, en fait, il trouve que finalement, c'est extraordinaire, parce que quand vous avez 10 000 personnes qui arrivent par jour, on dit que Mengele arrive ici même, et qu'il hurle « Zwilling, Zwilling », c'est-à-dire « jumeaux, jumeaux ». Et il est en admiration quand on lui montre un cas pathologique. Et par exemple, on lui montre une famille qui s'appelle la famille Ovitz, qui a une chondrodysplasie, c'est-à-dire un anisme. Et là, pour la première fois, il se dit, mais c'est génial. Donc il prend ces gens qui présentent des malformations et ces jumeaux, et il les interne en fait dans une baraque spéciale. Et là, il les soumet à des examens, des prises de sang, des mesures, et il envoie tous ces résultats directement à son patron. Donc il y a une sorte de symbiose entre Mengele, ici, qui est le camp d'examination, et l'Institut Kaiser-Wilhelm, qui est le plus grand institut. Alors si je vous raconte tout ça, c'est qu'en fait, pour les jumeaux, par exemple ici, vous avez une famille où il y a une famille qui s'appelle, je ne me rappelle plus du nom, mais qui ont des yeux verrons, c'est-à-dire un œil vert, un œil bleu. Et donc, il y a un père, une mère, une grand-père, une grand-mère, des frères, des sœurs, et là, Mengele apprend qu'il y a cette famille. Et donc, il va procéder probablement à leur extermination et il va en fait pouvoir faire une sorte d'arbre généalogique avec un examen des yeux et les yeux vont être envoyés directement à l'Institut Kaiser-Wilhelm. Quand par la suite il fait des expériences sur les jumeaux, on nous explique par exemple qu'on nous avait dit qu'il veut faire une race aryenne. C'est du pur Hollywood. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé le mythe comme quoi il voulait créer une race aryenne, mais le vrai substratum de tout ça, c'est qu'en fait, il veut des jumeaux pour pouvoir tester sur eux des médicaments. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique allemande dispose de certains nombres de molécules. On est en 1944, les Anglais ont découvert la pénicilline et on est à la recherche d'un agent anti-infectieux. Donc le laboratoire Bayer envoie à Auschwitz, aux médecins SS, des substances anti-infectieuses et on leur demande de les tester. Mais comment on teste ça? Là, c'est très simple. On prend des jumeaux, on crée une maladie sur les deux jumeaux. À l'un, on administre le médicament et à l'autre, on n'administre pas le médicament pour voir l'évolution du traitement. Alors si je vous dis ça, c'est que après la guerre, bien entendu, l'industrie pharmaceutique allemande va se garder de raconter qu'elle a participé à des expérimentations, qu'elle a fourni des médicaments. Bien entendu, les universitaires allemandes vont se taire. Donc on va créer ce mythe des savants fous. Donc vraiment, je crois que c'est quand même important. De la même façon que quand on parle de les yeux avec Mengele, on vous parle de Mengele qui veut changer la couleur des yeux pour créer une race aryenne. C'est du pur fantasme. La vraie vérité, c'est qu'il a travaillé sur l'hétérochromie iridienne avec Karin Magnussen, qui travaille à l'Institut Kaiser-Wilhelm et qui publiera en 1949 les résultats de son étude. Alors la question, elle est très simple, et c'est probablement une des questions qui est la plus intéressante, c'est que quand vous avez les convois qui arrivent, vous allez avoir cette famille Horvitz, c'est une histoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils présentent un nanisme. Mais ils sont nains et ils ont deux personnes qui s'occupent d'eux, des domestiques une famille qui s'occupe d'eux. Et là, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils disent à Mengele, ça c'est mon cousin. Et donc cette famille va être épargnée parce qu'on pense que c'est de la famille. Et donc eux vont être épargnés, et dont un enfant de 6 mois qui aurait dû normalement aller à la chambre à gaz. Donc je crois que ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est de rappeler que quand on parle de mai 1944 et quand on parle d'août 1944, il y a le soulèvement de Varsovie. Les troupes russes sont à Praga. À 50 km, il y a les troupes russes. C'est-à-dire que je crois qu'on entend d'ici les canons. C'est-à-dire que, et malgré tout, on continue à faire marcher les chambres à gaz à plein régime. Et je crois que ça, c'est un des éléments qu'il faut retenir. Je voudrais juste ajouter un petit mot concernant Mengele. Il faut dire que c'était le personnage le plus puissant ici et qui influençait tout. D'ailleurs, c'est lui qui a déterminé combien de personnes on doit mettre dans la chambre à gaz à la fois pour les exterminer. Et un jour, il est venu pour un contrôle devant le crématoire qui est là-bas au bout.
Et il a demandé combien de personnes il y a dedans. Et on lui a cité un chiffre qui était supérieur du 9 personnes de ce qu'il avait ordonné. Eh bien, il a fait ouvrir les portes de la chambre à gaz avant que l'action soit enclenchée. Il a fait ouvrir, il a fait sortir les 9 personnes qui étaient en trop. Et entre eux, il y avait un ami à moi, Joe Weissblatt, que j'ai bien connu. D'ailleurs, je suis venu à Auschwitz ici avec lui une fois, on a fait un voyage ensemble. Et Joe Weissblatt était dans la chambre à gaz et il a fait partie des 9 personnes qu'on a sauvées, que Mengele a sauvées en ouvrant la chambre à gaz. D'ailleurs, il avait écrit un livre là-dessus. Malheureusement, il n'est plus là, il est mort il y a quelques années déjà. Il est mort d'une maladie Alzheimer. En tout cas, il a bénéficié de la gentillesse du Mengele. Voilà. Même dans les conditions, les pires des conditions, qui étaient les chambres à gaz, les Sonderkommandants qui ont travaillé ici, ces gens-là ont eu le courage, en octobre 1944, où ils se sont soulevés alors qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Eh bien, ils se sont soulevés tout de même. Et le courage qu'il fallait avoir pour prendre ces 3 photos clandestines par les Sonderkommando justement pour le décès, parce qu'on n'a pas de beaucoup de documents qui ont été faits sur place pendant l'assassinat des gens. Et donc il fallait un courage énorme pour intervenir. Et sans parler du ghetto de Varsovie où en 1943, tous les jeunes se sont soulevés contre la soldatesque allemande. Ils ont tenu tête pendant 1 mois, alors qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Ils ont quand même lutté pendant 1 mois contre les Allemands. À toutes les victimes de la Shoah, hommes, femmes, vieillards et enfants assassinés pour ce qu'ils étaient, juifs, tziganes. Ce voyage sur le site d'Auschwitz, sur le site de Birkenau, ce vaste cimetière sans tombe, doit nous permettre de savoir ce qu'a été la barbarie nazie, en comprendre les causes, les mécanismes. Un crime unique par son ampleur, sa méthode, sa bureaucratie. C'est de la haine, des préjugés et de toutes les formes de racisme, d'une idéologie qui est venue remettre en cause l'essence même de l'humanité, qu'est née l'horreur absolue des camps nazis. Une véritable industrie de déshumanisation et de mise à mort. Nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire des victimes. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, une cérémonie religieuse, un kaddish à la mémoire des morts sera observé.
אל מלא רחמים שוכן במרומים. אמצא מנוחה נכונה תחת כתפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו, אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמדה, באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, כולם קדושים וטהורים, בעבור שאנחנו מתפללים בצדקה בעד הזכרת נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ בן צדקו יגדיל תורה וידיר. גדל והתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה, וחייכון וביומכון, חיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. נפשם צרורה בצרור החיים. Difficile de parler après ce qu'on a vu. La seule chose, c'est que dans aucun des témoignages, on parle d'oiseaux et de bruits d'oiseaux. Aujourd'hui, il y a des bruits d'oiseaux. Mais en fait, probablement, ce qui marque ce lieu de façon la plus importante, c'est la cime de ces arbres. Regardez bien ces arbres qui sont tout autour de nous. Et dites-vous que pour probablement presque 1 million de personnes, c'est la dernière image qu'ils ont vue du ciel, c'est la dernière image qu'ils ont vue de la vie. Notre rôle aujourd'hui, c'est, comme le disait Elie Wiesel, nous sommes les témoins des témoins et un jour nous témoignerons parce que nous avons entendu les témoins. Je pense que ce voyage est important. Il est important pour tous, il est important à plusieurs choses. Il est important en tant que juif, en tant qu'homme, en tant que médecin, à chacun d'entre nous de trouver ce qu'on doit en tirer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est, rappelez-vous, pour émettre le nom des 76 000 juifs qui ont été tués en France, 24 heures ne suffisent pas. Si on devait donner le nom des 6 millions de juifs qui ont été tués, il faudrait des mois et des mois, sans s'interrompre. Et je crois que notre devoir, c'est de ne pas oublier. De ne pas oublier que pour beaucoup d'entre nous ici, on a des gens qui sont morts et que pour les gens qui sont juifs et qui sont ici, nous avons été en quelque sorte épargnés. Et c'est parce que nous avons été épargnés que nous avons un devoir nous-mêmes en tant que juifs et en tant qu'hommes. Je vous remercie. 6 millions, c'est un chiffre qui est difficile à concevoir. Il est vrai qu'on a l'habitude de commémorer et d'allumer 6 cierges ou 6 bougies, et chaque bougie représente 1 million de victimes. Je vous demande, est-ce qu'il est possible, une bougie, quelle qu'elle soit, même si elle monte jusqu'au ciel en haut, si vous essayez de diviser cette bougie à 1 million de morceaux pour chaque victime, pour lui consacrer un morceau à la bougie, vous n'arriverez jamais à diviser
Un cierge comme ça a 1 million de morceaux. Donc on fait ce qu'on peut, on fait des commémorations. C'est important de le faire parce qu'on y pense d'une façon globale. Et si on met des petites pierres sur le tombeau, ceci également est une habitude extrêmement forte chez les Juifs, où on ne met pas de fleurs parce que les fleurs sont périssables, et au contraire, on met une petite pierre qui est symbolique, c'est une coutume importante qu'il faut préserver, il faut continuer. Bravo, c'est ça commence. Merci. Tu vois, par exemple, ce que j'ai raconté, c'est probablement le truc qui m'a le plus marqué. Après la rafle du Veldiv, les enfants ont été envoyés 1 mois après les mères. C'est-à-dire qu'ils sont restés tout seuls pendant 1 mois, mais les mères ont été envoyées. Et elles se sont retrouvées toutes seules, les mères, ici. Et il y avait à peu près 3000 mères, avec 3000 femmes qui ont été envoyées sans leurs enfants, mais avec des petits-enfants, etc. Et bon, avec une mortalité pas trop importante, mais parce que c'était des femmes résistantes, des femmes jeunes, tu vois, d'une vingtaine d'années, trentaine d'années. Et quand elles ont vu leurs enfants arriver, aller vers les chambres à gaz, dans le mois qui a suivi, il ne restait plus que 30 personnes. Elles se sont laissées mourir. Tu vois, je disais qu'en fait, ils ont retrouvé les dossiers des 5000 personnes qui ont travaillé ici comme SS. 5,5% avaient l'équivalent du baccalauréat, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 67 personnes qui ont fait des études supérieures. Et parmi parmi les gardiens, et parmi ces 67 personnes, 47 médecins. C'est-à-dire que, en fait, tu te dis que des médecins ont été les pivots de tout ce système. Les ordres étaient donnés à charge des personnes de mettre en place le système. Donc c'est un médecin qui est à la base de l'idée du Zyklon B. Cette industrialisation de la mort, elle est terrible, quoi. C'est-à-dire une usine de mort, quoi. Tu vois, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que même cette façon de créer un camp, tu vois, comme ça, avec des barbelés, avec un système très organisé, enfin, tu vois, avec une répartition du camp, enfin, ça n'avait jamais été imaginé auparavant, tu vois. Et donc c'est des esprits complètement démoniaques. Enfin, moi je trouve que... promouvoir ce voyage, de faire en sorte qu'on le visite. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types de visites. Il y a une visite institutionnelle, il y a la visite telle qu'elle est faite, mais la spécificité du voyage de la MIF, c'est que c'est un voyage dans lequel il y a une part éthique, c'est-à-dire qu'en fait on raconte chacun des lieux avec l'aspect médical. Se retrouver sur ce lieu avec Élie Buzyn qui est médecin, c'est une valeur ajoutée à ce voyage. Et je crois qu'en fait, imaginez-vous, ce monsieur, l'âge de 15 ans, il a arrêté l'école à l'âge de 11 ans, il part en Israël, il revient en France à l'âge de 25 ans, il commence ses études à 25 ans, il fait ses études médicales, il passe l'internat, il devient chirurgien. Un type qui a vécu ça, comme disait Elie Wiesel, quand les Juifs sont sortis d'Auschwitz, ils pouvaient mettre le monde à feu et à sang. Et au lieu de ça,
ils ont décidé en fait d'œuvrer pour le bien. Ces juifs qui sont sortis des camps, qui avaient été dénoncés par leurs voisins, vous n'avez pas eu de règlement de compte, personne n'a incendié les Champs-Élysées, personne n'a fait quoi que ce soit. Et en fait, les gens, ils sont remis à travailler, ils ont fait des études, ils ont travaillé. Et ils ont voulu en fait faire en sorte que le futur soit un futur extraordinaire. Et vous verrez toutes ces figures importantes qui sont sorties de ce camp d'Auschwitz, qui est un camp de l'horreur, dans lequel l'horreur était quotidienne. En fait, on ne peut être qu'admiratif. C'est-à-dire des Elie Wiesel, des Samuel Pisard, des Primo Levi. Vous voyez, Simone Veil, c'est l'exemple le plus emblématique. C'est-à-dire elle sort, elle aurait pu être... qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort pas? Qu'est-ce qui fait que, tout en se rappelant de ça, quelles leçons ils en ont tiré? Vous prenez toutes ces personnes qui ont perdu Émile Papernik, le père de la PMA, son père est déporté. Jean Ferrat, son père est déporté, meurt ici. Marcel Gottlieb, son père est déporté, meurt ici. Vous avez des tas de gens qui ont les parents qui sont déportés et en fait... Ils nourrissent une chose, cet amour de se reconstruire, de faire des choses. Moi, je trouve que c'est une très belle leçon, quoi. C'est cette leçon que certaines personnes on devrait méditer, savoir comment se reconstruire après un événement comme ça ou comment. Et, tu vois, dans le village de ma grand-mère, avant la guerre, il y avait peut-être 10 000 juifs. Après la guerre, il reste 30 personnes. Et il y a un couple qui décide de se marier. Ils font le mariage. Et le lendemain, on ouvre la porte, ils avaient tous été égorgés. Je veux préciser tout de même concernant justement le nom. Vous savez, malheureusement, pour nous, pour la communauté juive mondiale, le nom a une importance primordiale. Compte tenu qu'il n'y a pas de tombe, qu'il n'y a pas de cimetière, qu'il n'y a aucun endroit où on puisse commémorer nos disparus, nos gens qui ont été assassinés, et donc d'avoir au moins leur nom était très important. Et il faut dire, Yad Vashem à Jérusalem fait un effort extraordinaire, extrêmement important, pour essayer d'arriver, d'avoir les 6 millions de noms. Or, on est arrivé actuellement, il manque 1 million, un peu plus d'1 million. Et le nom qui manque, c'est à cause de la Shoah par balle, parce que là, on a exterminé des familles entières, c'est-à-dire grands-parents, parents, les enfants, les petits-enfants, tout le monde était assassiné ensemble. Et s'ils n'avaient pas un membre de leur famille qui avait émigré avant la guerre, dans les différents pays extra-européens surtout, il n'y a personne pour rappeler leur nom. Et récemment, les pays baltes et l'Ukraine ont ouvert leurs états civils. Et c'est très important parce qu'on traîne de fouiller l'état civil de Riga, de toutes ces villes, Lettonie, Lituanie, etc. Et on va retrouver dans ces états civils le nom de gens qui manquent justement. Et donc Yad Vashem espère d'arriver à comptabiliser les 6 millions d'ici 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Mais il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience et on y travaille beaucoup.
avec ce grand slogan, effectivement, Hans Franz et Gouvernement. Je voulais absolument être fidèle à un ordre que ma mère m'avait donné en 1942. Donc, je vous ai parlé de cette année où j'ai eu ma bar mitzvah, j'ai eu mes 13 ans. Et c'est à l'occasion de cette bar mitzvah que ma mère m'avait conjuré de faire tout ce que je pouvais pour survivre à cette guerre, parce qu'elle était sûre qu'elle ne pourra pas survivre, ni mon père, ni ma soeur qui était malade, ni mon frère qui a été assassiné en 1940. Eh bien, elle m'a dit, tu es le seul à pouvoir survivre à cette guerre et essayer de retrouver notre famille en France pour raconter ce qui est arrivé. Parce que nous pensions que l'Europe de l'Ouest était préservée du virus nazi-allemand, sans quoi on s'était trompé grossièrement, parce que toute l'Europe de l'Ouest a trompé dans le crime aussi. Et c'est ce que j'ai appris seulement après en arrivant en France en 1945. Et par conséquent, c'est l'ordre de ma mère qui m'a aidé à survivre jusqu'à la libération. Voilà. C'est terrible, 4 Allemands, ils sont des centaines. Je ne veux pas sauter sur les Allemands. Oui. Avec cette photo, on comprend exactement le fonctionnement du camp en 1944. Vous avez vu ce matin, quand on était sur la Judenrampe, il n'y a qu'une rampe, il n'y a qu'une voie de chemin de fer. Ici, on est en 1944, au moment où les nazis savent qu'ils ont perdu la guerre. Sauf qu'ils ont perdu la guerre contre les nations. Mais ils ont une guerre à mener qui est beaucoup plus importante, c'est la guerre contre les Juifs. Et comme disait Yann Viga, on a ici exactement le fonctionnement du camp de 1944, c'est-à-dire un convoi qui est traité selon le vocabulaire nazi. Les bagages sont là, on distingue les camions, les SS qui ont fait leur travail, vous voyez qu'ils ne sont pas nombreux, hein, d'accord? Ils sont quelques-uns à avoir fait leur travail. Et mes élèves, quand je leur montre cette photo, je ne leur dis pas ce qu'il y a en face. Et je leur dis de travailler la photo. Et généralement, ils comprennent ce qu'ils voient au moment où ils étudient ce wagon. C'est-à-dire qu'on voit devant chaque wagon, regardez bien, il y a un SS devant chaque wagon. Et donc les élèves prennent conscience à ce moment-là qu'en fait, le wagon est plein. Et donc ils assistent tout simplement aux dernières minutes des Juifs de Hongrie. Et on voit le rythme, un train traité, l'autre est déjà prêt à être traité, etc. C'est le rythme de 1944. Et comme disait ce matin, je crois que c'était Bruno qui disait ça, au même moment, les nazis reculent à Moscou, le débarquement a déjà eu lieu en France, etc. Donc on voit bien qu'il y a un objectif précis. C'est vraiment qu'il y a une guerre contre les Juifs à mener. Et je vais rebondir avec ça. Le dernier convoi parti de France, il part après la libération de Paris. C'est-à-dire que je crois que c'est le 18 août. Le 18 août 1944, il y a un convoi qui part de Lyon, alors que la moitié de la France est déjà libérée. Donc on est bien dans une seconde guerre. Il y a une guerre entre les nations, une guerre politique contre le communisme, etc. Et puis il y a une guerre particulière contre les Juifs. Et on voit qu'à la fin de la guerre, c'est celle-ci qui est la plus importante.
à l'heure on a parlé des évasions. Il faut savoir que cette partie-là, il était décidé par la suite de faire un camp futur. Et donc, le long de la voie ferrée, il y avait emmagasiné du bois, des piles de bois, des planches de bois. Et vous avez deux personnes, dont une personne qui s'appelle Rudolf Vra, qui est un juif tchèque, qui, en avril 1944, est au courant qu'il va y avoir la déportation des juifs de Hongrie. Et donc, la personne décide de s'évader, non pas pour lui, mais pour informer de ce qui va se passer. Et donc, en fait, vous voyez, les planches, ça fait plusieurs mètres de haut. Il va ménager à l'intérieur de la planche une cache, et à deux, ils vont rester entre les planches. Mais ils ne vont pas rester ils vont rester à l'intérieur du camp. Pourquoi ? Parce que quand il y avait une évasion, aussitôt, il y avait des sonneries un peu partout. On mettait tout autour du camp un système de sécurité, de façon à pouvoir retrouver les fugitifs. Et donc, ils vont rester pendant 8 jours cachés entre les planches, à l'intérieur du camp. Et au bout de 8 jours, ce qui va se passer, c'est qu'on considère que leur évasion a réussi, mais en fait, ils sont encore dans le camp. Et là, dans la nuit, ils vont partir et ils vont rejoindre la frontière tchécoslovaque. Ils vont passer les Carpates, ils vont rentrer en Hongrie, ils vont aller voir les dirigeants communautaires juifs en leur disant il va y avoir une déportation des juifs. Et là, en fait, ils font un plan d'Auschwitz, ils font un plan des fours crématoires, ils font un plan des chambres à gaz. Nous sommes en avril 1944. Un mois plus tard, c'est le début des déportations. Et ce qui va être un des éléments importants, c'est comment les gouvernements ne sont pas intervenus pour bombarder. Et donc, aussi, d'un point de vue médical, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez à Monowitz quelqu'un qui est malade, tous les 15 jours, le convoi arrive à Birkenau, à l'hôpital, où là, ils sont l'objet d'une sélection. C'est-à-dire qu'en fait, les exterminations n'ont pas lieu dans les petits camps, mais restent toujours dans le côté à Auschwitz-Birkenau. Et pour les médecins, ce qui est important, c'est le camp de Rajko, parce qu'il y a un laboratoire de bactériologie qui est sur place, dans lequel vont être employés des médecins juifs, qui vont travailler sur la bactériologie. Alors tout à l'heure, on a parlé du côté éthique, et il y a un des médecins qui s'appelle Désiré Hafner, qui dit on m'envoie des prises de sang pour savoir si les malades qui sont dans l'hôpital ont ou pas le typhus. Et il dit, on truque les examens en disant qu'il n'y a pas de typhus. Parce qu'on sait que si on dit qu'il y a un typhus, alors non seulement les personnes qui ont le typhus seront massacrées, mais également toutes les personnes qui étaient dans la baraque. Parce que bien souvent, en fait, les Allemands avaient des attitudes assez radicales. Quand une personne avait le typhus, ils massacraient tout le monde. Voilà.